En 1936, la France a cru toucher du doigt une promesse simple, plus de justice sociale, plus de dignité, plus d'espoir. Mais en moins de 2 ans, cette promesse s'est heurtée à une réalité politique bien plus dure que prévu. Au milieu des années 1930, la France traverse une période de profonde incertitude. La crise économique mondiale, déclenchée en 1929, a progressivement atteint l'économie française, provoquant chômage, stagnation industrielle et fragilisation des classes moyennes. À cette instabilité matérielle s'ajoute un climat politique tendu, marqué par la défiance envers les institutions de la Troisième République et par la montée des extrêmes dans toute l'Europe. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la République française repose sur un équilibre fragile. Le régime parlementaire fonctionne, mais il apparaît de plus en plus incapable de répondre rapidement aux crises sociales et économiques. Les gouvernements se succèdent, souvent de courte durée, alimentant chez de nombreux citoyens le sentiment d'une démocratie impuissante, prisonnière de ses propres mécanismes. Dans ce contexte troublé, l'année 1934 constitue un choc. Les manifestations violentes de février à Paris révèlent la profondeur de la crise politique et font naître la crainte d'un basculement autoritaire. Pour une partie de la population, la République semble menacée de l'intérieur. Pour une autre, elle semble déjà avoir trahi ses promesses sociales. C'est dans cette atmosphère de peur, mais aussi d'attente, qu'émerge le Front populaire. Cette coalition inédite des forces de gauche aux socialistes, communistes et radicaux se présente comme une réponse à la fois politique et sociale à la crise du régime. Elle promet de défendre les institutions républicaines tout en améliorant concrètement la vie des travailleurs. L'arrivée du Front populaire au pouvoir en 1936 suscite alors un immense espoir. Pour beaucoup, il s'agit d'un moment de rupture, d'une possibilité de réconcilier démocratie politique et justice sociale. Mais cet espoir s'inscrit dans un cadre contraint, une économie fragile, une société profondément divisée et un environnement international de plus en plus menaçant. Le Front populaire s'ouvre ainsi comme une parenthèse singulière de l'histoire française, où les aspirations sociales les plus fortes coexistent avec des limites politiques structurelles. Comprendre cette période, c'est d'abord saisir le contexte d'une république en tension, cherchant à se réformer sans se renier, dans un monde qui bascule rapidement vers l'instabilité. Origine structurelle et fracture de la société française. À l'origine du Front populaire se trouvent des tensions accumulées depuis plusieurs années, bien avant sa victoire électorale de 1936. La crise économique mondiale, arrivée plus tardivement en France que dans d'autres pays industriels, a néanmoins produit des effets durables. La baisse de la production, la stagnation des salaires et la montée du chômage fragilisent une large partie de la population active, en particulier dans les secteurs industriels et urbains. Ces difficultés économiques révèlent les limites du modèle social et politique de la Troisième République. Le régime parlementaire repose sur des équilibres complexes, où la stabilité gouvernementale est rare. Les alternances rapides de cabinets empêchent toute politique économique cohérente à long terme. Pour les classes populaires, cette instabilité se traduit par un sentiment d'abandon. Pour les classes dirigeantes, elle alimente la peur d'un effondrement de l'autorité de l'État. Sur le plan social, les inégalités demeurent fortes. Le monde ouvrier réclame de meilleures conditions de travail, une reconnaissance syndicale et une protection face aux aléas économiques. Les grèves, bien que fréquentes, sont souvent réprimées ou ignorées. Cette frustration nourrit une radicalisation progressive des revendications, mais aussi une méfiance croissante envers les élites politiques traditionnelles. Parallèlement, la société française est traversée par des clivages idéologiques profonds. À gauche, socialistes et communistes partagent une critique du capitalisme, mais divergent sur les moyens et les objectifs à long terme. Les radicaux, héritiers du républicanisme modéré, hésitent entre réforme sociale et défense de l'ordre établi. Cette diversité idéologique rend toute alliance fragile, même lorsqu'elle apparaît nécessaire. À droite et au centre conservateur, les inquiétudes prennent une autre forme. Les réformes sociales sont perçues comme une menace pour l'équilibre économique et la propriété privée. La peur d'une contagion révolutionnaire, alimentée par le souvenir de la révolution russe, pèse lourdement sur les milieux patronaux, financiers et militaires. Pour eux, l'intervention accrue de l'État dans le domaine social risque d'affaiblir la nation face aux dangers extérieurs. Ces tensions internes s'inscrivent enfin dans un contexte international anxiogène. La montée des régimes autoritaires en Europe renforce les peurs et les divisions. La démocratie française se retrouve prise entre l'exigence de réformes profondes et la crainte de déstabiliser un ordre déjà fragile. C'est de cet ensemble de contradictions, économiques,
sociale et politique, qu'émerge le Front populaire. Il apparaît à la fois comme une réponse à des attentes immenses et comme le produit d'un compromis précaire, porteur dès l'origine de tensions qui ne tarderont pas à se manifester. Le basculement décisif se produit au printemps 1936. Après des années de tensions politiques et sociales, les élections législatives d'avril et de mai marquent une rupture claire avec les équilibres précédents. La victoire de la coalition de gauche traduit une attente massive de changement, mais aussi un rejet des gouvernements perçus comme incapables de répondre à la crise. L'accession au pouvoir du Front populaire, avec Léon Blum à la tête du gouvernement, constitue un événement politique majeur. Pour la première fois, un socialiste accède à la présidence du Conseil dans un cadre pleinement républicain. Ce moment est immédiatement interprété comme un tournant historique, tant par ses partisans que par ses adversaires. Cependant, la véritable rupture ne se joue pas seulement dans les urnes. Dès les semaines qui suivent la victoire électorale, un vaste mouvement social se déclenche à travers le pays. Des grèves éclatent dans de nombreux secteurs industriels, souvent accompagnés d'occupations d'usines. Contrairement aux mouvements sociaux précédents, ces grèves prennent une forme nouvelle, elles sont massives, largement pacifiques et portées par un sentiment d'espoir collectif. Ce mouvement ne naît pas d'un mot d'ordre centralisé. Il s'agit plutôt d'une réaction spontanée, nourrie par l'attente que le changement politique se traduise rapidement par des améliorations concrètes. Les ouvriers cherchent à peser sur le nouveau gouvernement, non pour le renverser, mais pour l'encourager à agir sans délai. Le rapport de force sociale se transforme brusquement. Face à cette situation inédite, le gouvernement se trouve dans une position délicate. D'un côté, il bénéficie d'un soutien populaire considérable. De l'autre, il doit rassurer les milieux économiques et préserver l'ordre républicain. La crainte d'un débordement incontrôlé, voire d'une paralysie économique, est réelle. C'est dans ce contexte de tension extrême que s'ouvre la phase des négociations. Les accords de Matignon, conclus en juin 1936 entre représentants de l'État, du patronat et des syndicats, incarnent cette tentative de canaliser la rupture sociale par la voie institutionnelle. Ils marquent un moment clé où la contestation sociale se transforme en réforme négociée. La rupture de 1936 n'est donc ni une révolution, ni une simple alternance politique. Elle correspond à un instant de bascule, où l'espoir populaire rencontre les contraintes du pouvoir, et où la République cherche à absorber un choc social d'une ampleur inédite sans rompre avec ses propres fondements. L'été 1936 ouvre une phase d'intense activité politique et sociale. À la suite des accords de Matignon, le gouvernement du Front populaire engage rapidement une série de réformes destinées à répondre aux attentes populaires et à stabiliser la situation. Les congés payés, la semaine de 40 heures et la reconnaissance accrue des syndicats transforment en profondeur le quotidien de millions de travailleurs. Ces mesures, adoptées dans un climat d'enthousiasme, incarnent l'idée d'un progrès social désormais garanti par l'État républicain. Dans les usines et les administrations, ces changements sont vécus comme une conquête historique. Le rapport au travail se modifie, tout comme la perception du temps libre et de la dignité ouvrière. Pour la première fois, des catégories sociales longtemps marginalisées ressentent concrètement les effets d'une politique menée en leur faveur. Le gouvernement bénéficie alors d'un capital de confiance considérable. Cependant, cette dynamique s'inscrit dans un cadre économique contraint. La réduction du temps de travail, si elle améliore les conditions de vie, suscite des inquiétudes quant à la productivité et à la compétitivité des entreprises françaises. Une partie du patronat redoute une hausse des coûts et un ralentissement de l'investissement. Les tensions réapparaissent, non plus dans la rue, mais dans les débats économiques et financiers. Sur le plan politique, l'équilibre de la coalition se révèle délicat. Les socialistes portent l'essentiel de l'action gouvernementale, tandis que les communistes soutiennent le pouvoir sans y participer directement. Les radicaux, plus modérés, s'inquiètent des conséquences à long terme des réformes et de l'hostilité croissante des milieux d'affaires. Ces divergences internes limitent la capacité du gouvernement à approfondir son programme. À partir de 1937, le contexte international aggrave les difficultés. La guerre civile espagnole, la montée en puissance de l'Allemagne nazie et l'instabilité européenne renforcent les préoccupations sécuritaires. La priorité accordée aux réformes sociales se heurte désormais aux impératifs de réarmement et de stabilité financière. Le choix de la non-intervention en Espagne illustre cette tension entre idéaux politiques et contraintes diplomatiques. Progressivement, l'élan initial s'essouffle. Les réformes se ralentissent, les oppositions se durcissent et la confiance s'érode. La démission de Léon Blum en 1937 marque un premier recul symbolique.
les gouvernements qui lui succèdent cherchent à maintenir les acquis sociaux tout en rétablissant l'équilibre économique, mais peinent à concilier ces objectifs contradictoires. Ainsi, entre 1936 et 1938, le Front populaire traverse une trajectoire contrastée. D'un moment d'espoir et de transformation rapide, il passe à une phase de gestion prudente et de compromis, révélant la difficulté de traduire une ambition sociale forte en une politique durable dans un contexte national et international instable. Les conséquences de l'expérience du Front populaire sont à la fois profondes et contrastées. Sur le plan social, les réformes adoptées entre 1936 et 1937 laissent une empreinte durable. Les congés payés et la semaine de 40 heures s'inscrivent progressivement dans les pratiques et dans la mémoire collective. Elles redéfinissent la place du travail dans la société française et constituent un socle sur lequel se construiront les politiques sociales ultérieures. Cependant, ces avancées ne résolvent pas les difficultés économiques structurelles. La croissance demeure faible, l'investissement privé hésitant et la situation financière de l'État se dégrade. Les marges de manœuvre budgétaires se réduisent, limitant la capacité du pouvoir à prolonger ou approfondir les réformes. L'écart entre les attentes sociales suscitées en 1936 et les résultats économiques concrets alimente une forme de désillusion progressive. Sur le plan politique, les fragilités internes de la coalition apparaissent au grand jour. Les divergences idéologiques entre socialistes, communistes et radicaux freinent toute réponse cohérente aux nouvelles crises. Les communistes, bien qu'alliés, exercent une pression constante pour une politique plus audacieuse, tandis que les radicaux redoutent une rupture avec les milieux économiques et financiers. Cette tension permanente paralyse en partie l'action gouvernementale. La réaction des forces conservatrices joue également un rôle déterminant. Sans remettre en cause frontalement les institutions républicaines, elles s'organisent pour freiner les réformes et restaurer ce qu'elles considèrent comme un équilibre menacé. Les critiques sur l'autorité de l'État, la discipline sociale et la compétitivité nationale gagnent du terrain, en particulier dans un contexte international de plus en plus inquiétant. À partir de 1938, la crise s'aggrave. Le ralentissement économique, combiné aux tensions européennes, renforce l'idée que les priorités doivent changer. La remise en cause partielle de la semaine de 40 heures symbolise ce retournement. Sans abolir les acquis sociaux, le pouvoir politique cherche désormais à restaurer la confiance des acteurs économiques, au prix d'un recul par rapport aux ambitions initiales. Ces limites révèlent une contradiction fondamentale. Le Front populaire a démontré la capacité de la démocratie française à produire des réformes sociales majeures. Mais il a aussi mis en lumière l'incapacité du régime à transformer en profondeur les structures économiques et politiques qui conditionnent leur pérennité. L'expérience se heurte ainsi à des contraintes qui dépassent la seule volonté réformatrice. L'expérience du Front populaire occupe une place singulière dans l'histoire politique et sociale française. Courte dans le temps, elle n'en demeure pas moins décisive par les transformations qu'elle initie et par les questions durables qu'elle soulève. Elle marque l'un des rares moments où la République tente explicitement de concilier démocratie parlementaire et progrès social à grande échelle. Sur le plan social, l'héritage est indéniable. Les réformes de 1936 ne constituent pas de simples mesures conjoncturelles. Elles modifient en profondeur la relation entre l'État, le travail et les citoyens. Le temps libre, la protection collective et la reconnaissance syndicale deviennent des éléments structurants du modèle social français. Même remises en cause partiellement, ces avancées ne disparaîtront pas. Politiquement, le bilan est plus ambivalent. Le Front populaire démontre que la mobilisation électorale et sociale peut produire des changements rapides, mais il révèle aussi les limites du régime de la Troisième République. L'instabilité gouvernementale, la dépendance aux équilibres parlementaires et l'absence de réformes structurelles profondes freinent la capacité d'action sur le long terme. La démocratie apparaît capable d'ouvrir des possibles, mais insuffisamment armée pour les consolider durablement. Cette période met également en lumière le rôle central des peurs collectives. La crainte du désordre social, du déclin économique et des menaces extérieures pèse lourdement sur les choix politiques. Elle contribue à restreindre l'audace réformatrice et à recentrer l'action publique sur la préservation de l'ordre existant. Le Front populaire se heurte ainsi à une société traversée par des attentes contradictoires, difficilement conciliables. Inscrit dans le contexte européen des années 1930, le Front populaire apparaît rétrospectivement comme une tentative fragile de résister à la radicalisation des régimes politiques. Il ne parvient ni à transformer profondément la République, ni à empêcher les crises à venir. Mais il laisse derrière lui une leçon essentielle, les réformes sociales, aussi nécessaires soient-elles, ne suffisent pas à elles seules à garantir la stabilité d'un régime démocratique.
Ainsi, le Front populaire demeure moins un échec qu'un révélateur. Il éclaire les espoirs, mais aussi les limites, d'une démocratie confrontée à des tensions économiques, sociales et internationales majeures. En cela, il occupe une place durable dans la mémoire politique française, comme un moment où la République a tenté de se réinventer sans parvenir à dépasser pleinement ses propres contraintes.